Salut à tous et bienvenue pour ce petit débrief. Comment vous allez? Comment ça va Bertrand? Ravi de te voir sur le chat. Retour du débrief cardiaque peut-être. Salut Moser. On travaille. Est-ce que je vois? Alors, vous êtes content d'être là. Salut Gunther, ça fait plaisir de te voir ici. Un jour, on fera un crossover où je viendrai jouer. Je rigole, je peux jouer à Tekken 3 minutes après mon pouce il a mal. Et sinon à FIFA et à tous les jeux de foot bien sûr, parce qu'on est des drogués du foot. Et si vous regardez le replay de ce live sur YouTube, puisque cette fois-ci je devrais être en position de le mettre, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire, tout ça. Ça fait toujours du bien, ça donne de la force à la chaîne et ça nous fait avancer, ou ça me fait avancer, parce que j'ai l'habitude de parler nous, et c'est vrai qu'on est plusieurs dans ma tête, mais quand même, je suis tout seul pour de vrai. Voilà, on va... Defaultier, je fais attention maintenant quand je lis les pseudos. Ça vient de commencer il y a 30 secondes. Et on va ensemble dans ce live faire plusieurs choses. Tout d'abord parler du match d'hier qui devait être une promenade de santé et qui n'en a pas été une. Puis on va aller voir le tirage au sort des quarts de finale. Ce qui est assez excitant, on va pas se mentir, d'être là en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Ça fait plaisir, franchement. Il a pas encore commencé le tirage, c'est 13h, non, le tirage, il me semble, Iki, parce que je vois que tu me dis il y a le tirage, mais c'est 13h, non? D'ailleurs, quelqu'un me dit, Dark Marshall, qui me dit Paris a un tirage tellement clément. C'est qui le tirage de Paris? On va sur l'équipe, on va aller voir ça. Ce sera PSG Barça. Bon, ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur Barça du monde, mais il y a une histoire entre les deux. Écoutez, et puis il y aura Luis Enrique machin. Le Barça, ouais, bon. On va tous se retrouver des racines catalanes, n'est-ce pas? Moi, perso, au lycée, je mangeais du thon catalane, donc je me suis toujours senti très proche de mes racines catalanes. Vous le savez, je n'ai jamais fait ombre de mon attachement au Barça. Et puis, mon joueur préféré quand j'étais petit, c'était Rivaldo, quand il jouait au Barça, comme par hasard. Moi, je pense que, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas le tirage le plus compliqué pour Paris, mais en même temps, c'est aussi, je pense que le Barça, à un moment, ils sont complètement décrochés en Liga. Ils ont quand même cet ADN de grand club. Xavi va partir. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça peut peut-être tourner en faveur du Barça, même si, comme tu le dis, Ali, il y a aussi un Real City qui va être lourd, et le Real City, c'est sûr que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Dis-nous que tu faisais un tennis-ballon avec Ivan de la Peña. Ah non, ce bon vieux Ivan de la Peña. Mais quel yo, la star de la Porte d'Aix. Salut souris. Mais non, je ne faisais pas de tennis-ballon avec Ivan de la Peña, mais j'avoue que j'avais, comme tous les supporters de l'OM, lorsqu'Ivan de la Peña débarque à l'OM, il y avait un très très gros espoir sur ce joueur. Je me souviens de son but à Bordeaux, très beau but amorti de la poitrine, reprise de volée. Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens d'Ivan de la Peña à Marseille. Et c'est un gros problème. Ah, oui, d'accord. Et Dark Marshall dit après, c'est surtout la demi, vainqueur Dortmund, Atlético. Ouais, c'est pas... En effet, le tirage est plutôt favorable à nos amis parisiens. Aux amis de Yacine Yousfi, bien sûr. On va passer, on s'en fout. On parle de l'OM et on va parler de ce match magnifique que l'on a pu voir hier, Villarreal OM. Donc comme je disais, j'ai croisé quelqu'un alors que j'étais en route pour aller chez Souris voir le match. Habituellement, je regarde les matchs vraiment concentrés chez moi et tout. Et là, je m'étais dit bon.
on a gagné 4-0 à l'aller, ça va être un match tranquille. Et je dis à Souris, on peut le regarder ensemble, on va le regarder détente, en discutant tout ça. Mon Dieu, quel stress. Oh là 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 là, quel stress. Qu'est-ce qu'on s'est rendu la vie difficile pour rien du tout. Ça a été un enfer ce match donc perdu 3-1, la première défaite de l'ère Gasset, mais surtout, où est-ce qu'on va trouver ça? Attendez, je vais aller peut-être trouver des stats plus générales sur Villarreal OM. Voilà, on a ici 25 tirs à 7. D'où les 175 occasions qu'a compté Marcelino. Hein. On avait 350 occasions, eux ils en ont une. Quelle petite personne. Franchement, j'avais pas tant de ressentiment envers Marcelino. Je pensais que c'était une erreur, mais cette double confrontation, il a pas brillé humainement, je trouve, notre ami Marcelino. Donc oui, bref, match désastreux. Match désastreux, mauvais match, et j'ai envie de dire c'est quand même la deuxième fois que je pense Gasset se trompe d'approche après Nantes. Il y a eu une approche qui était pas géniale, mais bon, ça passe. Là, l'approche, je pense qu'elle est complètement ratée parce que comme tu le dis, Ali Todorov, voilà, qui dit rien que la composition d'équipe, ça ne s'annonçait pas bien. Et en effet, je pense qu'il y a un premier signal que t'envoies avec la compo d'équipe en mode on est là pour gérer, on est là pour contrer. D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, Gasset dit « Je savais qu'Ismaïl Assar ou Pierre-Emerick Aubameyang en auraient une. En effet, tu voulais les prendre dans leur dos. Mais le problème, c'est que tout le monde semblait être en mode gestion. On a l'impression qu'il y a quand même ce truc-là qui est passé. Alors, les premières minutes du match, l'OM a essayé d'aller presser. L'OM a pris le ballon et puis d'un seul coup a reculé, s'est mis en mode gestion. C'était horrible et il n'y avait plus rien. On n'arrivait pas à ressortir le ballon. On n'arrivait pas à profiter de la vitesse d'Ismaïl Assar. Iliman Ndiaye, en tout début, on le voit un petit peu. Il peut faire du bien, c'est-à-dire que si tu lui envoies des ballons dégueulasses, il les nettoie un petit peu, il se remet face au jeu, mais on l'a assez peu vu. Et la défense a vraiment souffert. Geoffrey Kondogbia, je l'ai trouvé aussi très très moyen, absolument pas rassurant, c'est-à-dire que quand tu te prends des vagues, il aurait peut-être pu calmer un peu tout le monde. Unai, le grand ami de Souris, qui n'a pas du tout apprécié le match d'Unai, qui a été mauvais, hein. Azedine, il a été mauvais. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. En fait, ça commence. Alors c'est évident qu'il a des qualités techniques, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais ce qui commence aussi à se voir, c'est la difficulté d'en faire un joueur de très haut niveau. C'est la difficulté d'utiliser de manière fonctionnelle ses qualités au football de très haut niveau. On comprend pas trop quoi faire avec Azzedine Ounahi. C'était dur, donc on a pris... C'était un peu prévisible qu'à un moment ou à un autre, Villarreal allait pousser. Mais le truc, c'est que ils allaient pousser, t'aurais peut-être pu les calmer, machin, mais t'as jamais réussi à le faire. T'as souffert le martyre. Franchement, quand on prend le 3e but, je me dis c'est horrible. La défense, ça a été horrible. Ça a été un match, mais quel enfer, sincèrement, quel enfer. Je m'attendais vraiment pas à vivre ça. Et donc voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, quand tu as fait 7 tirs à 25, c'est que c'est aussi dû à la mise en place tactique. La mise en place tactique qui était, encore une fois, assez originale. D'ailleurs, disons-le quand même, Gasset, on avait peur que c'était un peu un vieux de la vieille qui nous mette des 4-3-3 des familles, des 4-2-3-1, des matchs comme ça, qu'on allait toujours avoir la même chose en mode voilà. Mais le mec était le mec nous invente un nouveau truc un peu à chaque match. Alors il y a quand même des
des constantes comme le fait d'avoir bien remis Iliman Ndiaye dans l'axe, le fait d'utiliser Ismail Assar aussi un peu dans un rôle un peu plus axial, c'était un petit peu le but hier. Et pourquoi pas, il pouvait prendre la vitesse. Et puis Mandy, Bailly, c'est pas une défense de fer. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, souvent en position défensive, alors c'est peut-être un petit peu moins visible, mais hier je disais justement à Souris devant le match, je lui disais regarde Iliman Ndiaye, en fait en position défensive, il était à gauche. En position défensive, t'avais un 4-3-3 parce que Ounahi, il était là. Il était dans l'axe, Ismail Assar à droite et Iliman Ndiaye à gauche. Et enfin 4-3-3, un 5-2-3 on va dire plutôt, voilà. Et derrière, t'avais la ligne de 5 et attendez, mais il manque un joueur là. On est où Verretou. Ouais, Verretou, il est à la même hauteur, d'accord, Kondogbia. Et le 18, c'est Meïté qui partait chasser l'attaquant. Meïté qui a vécu un match très très compliqué. Franchement, mais ça a été très compliqué ce match, très très compliqué. Je sais pas quoi dire, mis à part que on l'a mal abordé, on a souffert tout le match, on était en mode gestion, très clairement, je pense qu'il faut pas se mentir. Salut Cabal. On était en mode gestion et ça s'est trop senti. En fait, entre le discours de Gasset en avant-match qui dit non, on va jouer un match de Coupe d'Europe et les actes sur le terrain, ça a été horrible. Moser qui dit d'après Pipolito, le pire Marseillais hier c'était Lopez. Tu en fais ce que tu veux. Eh ben on va le mettre ça à la corbeille. On fait clic droit, delete. Voilà. Mais enfin c'est le meilleur Marseillais, Paul Lopez, je pense qu'on peut dire. Alors ok, au niveau des relances au pied, il y a un ou deux moments où justement il met un petit peu cette ambiance de panique en dégageant n'importe comment, ou à un moment il fait une passe aussi que dans le dos de Balerdi. Bon, au pied ça n'a pas été génial, mais le mec a multiplié les parades et c'est un peu grâce à lui si on est encore en vie aujourd'hui. Donc bon, je veux bien qu'on tape à longueur de temps sur Pau Lopez, mais hier c'est quand même un peu grâce à lui, je pense qu'on est encore en vie. J'ai pas trouvé un bon Marseillais, ça va être dur. On peut peut-être parler d'Aubameyang et Harit qui ont peut-être été qui ont pas fait d'une mauvaise entrée dans les limites de ce qu'ils pouvaient faire. Mais autrement, Verretou non plus, ça n'a pas été très très bon. Ça a été... Et puis le nombre de cartons jaunes, enfin, on voit qu'on a été, mais on a été en souffrance, on a été à l'agonie pendant tout le match. Ça a été horrible. Le nombre de fois où Mbemba, Balerdi, Meïté sur le deuxième but de Sorloth, où il tombe avant, c'était vraiment dur, quoi. C'était vraiment dur. Pire match de la saison, on demande Gunther. Pour moi, oui, car quand on était nul, on voit que c'était juste la confiance. Là, c'était grave. Là, c'était vraiment la manière dont tu as abordé le match. Alors, peut-être que Gasset leur a dit non, mais les gars, il va falloir quand même pousser machin, mais il n'a pas réussi à transmettre. S'il voulait transmettre le fait de faire un vrai match de Coupe d'Europe à ses ouailles, il s'est planté. Il s'est planté parce que franchement, dans le match, ça a été horrible. Et bon, franchement, gloire à Gasset qui a relancé la saison. On va pas lui enlever ou commencer à tirer des conclusions hâtives. Mais c'est vrai que entre le match de Nantes où il explique en conférence de presse d'après-match, oui, mais en fait, vous comprenez, les joueurs étaient éclatés, ils étaient morts, donc on pouvait pas jouer beaucoup plus longtemps qu'une mi-temps. Et la seconde mi-temps, elle est dans la lignée, enfin. Le match de Villarreal, il est dans la lignée de ce qu'on a fait en seconde période contre Nantes, c'est-à-dire que zéro volonté de jeu, zéro contrôle, zéro le bloc bas, incapacité à ressortir les ballons proprement pour même lancer des pics qui peuvent faire mal. Alors à Nantes, ça s'est bien passé avec un coup de chance sur un long ballon de Kondogbia, un ballon improbable qui arrive sur Aubameyang qui est dans une forme étincelante. Comme hier, Aubameyang qui fait une différence dans les dernières secondes. Mais ce mode gestion, il s'est planté. Donc, en fait, ce dont j'ai un petit peu peur, c'est qu'en fait,
il soit arrivé, Gasset, qu'il ait secoué tout le monde, qu'il a fait mais ces 3-4 matchs qui étaient excellents du début à la fin, et que là il commence à se dire ok, mais en fait cet effectif il avait que 3-4 matchs de gala dans les chaussettes, et maintenant il faut qu'on gère jusqu'à la fin de saison. Bon, peut-être que c'est juste que jusqu'à Rennes, là, il va y avoir une trêve, tout le monde va se reposer, mais il y a un peu cette ambiance-là, en fait, à l'OM depuis la seconde période contre Nantes. C'est un petit peu genre, oui, bah tout doucement, on peut pas faire grand chose de plus que ces quelques matchs, et voilà quoi, on est cramé. On est cramé, donc c'est un peu embêtant. Je trouve que ça commence à puer un peu si on fait une contre-performance dimanche, la dynamique va en prendre un coup. Ouais, je sais pas trop. Die Voltiere, bel accent allemand, n'est-ce pas? Je sais dire genau et natürlich en allemand, c'est tout. Ich liebe dich. Ich bin Berliner, tout. J'ai vraiment un allemand top. LV2. Mais ouais, après pour le pire match de la saison, Gunther, je vois ce que tu veux dire sur le côté quand on était nul. Là, on voit qu'avant c'était juste un problème de confiance, mais je sais pas, il y a quand même des matchs où tu vois, genre le match. Non. Ouais, ça fait partie des matchs très nuls, mais étant donné qu'il y a un dénouement un peu heureux, ça va. Mais il y a des matchs vraiment que j'ai détestés avec Gattuso et même avec Marcelino, genre où tu ne tentes rien, ou même le contexte, parce que là tu dis ok, ils sont piégés par le contexte, les hommes de Gasset, ils se disent oui il faut qu'on gère quand même, on a un gros calendrier, toujours ce truc français de toujours être dans la gestion et de pas savoir le faire, mais qui est vraiment un truc ultra piégeux pour moi, ce truc de la gestion. Le moment où tu arrêtes de faire les efforts, où tu jettes tes principes de jeu à la poubelle parce qu'il faut gérer, pour moi, c'est vraiment dangereux. C'est des configurations. On sait que le football, il se joue aussi beaucoup dans la tête. C'est des configurations qui poussent les joueurs à se reposer, à les faire jouer contre nature. C'est-à-dire que si tu les fais jouer d'une certaine manière depuis le début de la saison, et que là tu leur dis oui mais dégagez les ballons, ça va, alors c'est pas le cas avec Gasset, mais si tu leur si tu baisses le curseur, ou le cursus comme dirait Quentin Merlin, au niveau des exigences dans la création, ça peut c'est difficile après de le remonter, et c'est dangereux pour toi, et c'est souvent contre-productif, donc voilà. Tu vois, par exemple, le match à Nice, je l'avais trouvé vraiment un petit peu nul, mais plus nul dans le sens ouais, t'avais aussi le PSG-OM qui était désastreux, mais encore une fois il y avait des circonstances atténuantes, mais tu vois, il y a ces matchs là où il y a aucune intention, où tu comprends pas pourquoi tu joues aussi mal, ou à Lens, ou des trucs où tu fais juste le minimum syndical. Mais c'est vrai que c'est l'un des pires matchs, en tout cas. Je sais pas si c'est le pire match, mais c'est l'un des pires matchs. Mister Pingwine qui dit il faut changer de coach pour retrouver le choc psychologique pour 3-4 matchs, et ainsi de suite. On fait ça tous les 3 matchs, on en change, ou alors on échange, on met Ghislain Printemps numéro 1, hop, Jean-Louis Gasset numéro 2, hop, ni vu ni connu, on repart. Et ça peut passer. Ça peut passer. Est-ce que c'est une fatigue physique ou psychologique, ou les deux, demande Ali? Je sais pas trop. Je pense que c'est un petit peu les deux. Mais là, il y a vraiment un côté où apparemment physiquement les mecs ils sont un peu cramés. Mais je pense vraiment que la configuration générale, c'est Gasset, il arrive, il trouve un groupe qui est au fond du seau, comme il l'a dit, c'était ses mots. Il trouve un groupe qui est au fond du seau. Il se dit allez, je les rebooste, je leur mets, je leur envoie une bonne décharge d'énergie positive, je leur sors tout ce qu'ils ont à sortir, ce qui s'est passé sur les premiers matchs. Et alors ils ont sorti des matchs incroyables, magnifiques, vraiment le match aller contre Villarreal, on a peut-être eu aussi un peu de chance du fait qu'il y avait des absences et tout, mais franchement il est excellent le match, et que petit à petit
En fait, là, ils se rendent compte aussi, ouais, bah, mais ils sont fatigués. Donc, je leur ai sorti plein de trucs qu'ils avaient en eux. Ils avaient besoin de montrer, montrer, comment dire, une réaction d'orgueil à cette saison. Mais là, je m'aperçois qu'ils sont un peu cramés physiquement, donc j'essaye de faire ce que je peux. Mais voilà. Imaginons qu'il veuille gérer. Pour moi, vraiment, l'enseignement du match, c'est que cette gestion, elle a été mal faite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais de la gestion en défendant que Villarreal n'a aucune occasion, bah écoute, ou alors que Villarreal a 3 occasions dans le match, Pau Lopez il en sort 2, tu perds le match 1-0. Bah bonne gestion, écoute, et que t'as fait tourner 80% de ton effectif, ça va. Mais là, t'as même pas fait tourner, t'as fait tourner, mais t'as fini par faire rentrer Aubameyang, Harit, etc. T'as vraiment épuisé les joueurs parce que je pense qu'ils doivent sortir d'un match comme ça vraiment rincé au niveau psychologique parce que t'as été sur la brèche pendant tout le match, donc tu dois être épuisé mentalement. Et physiquement, je me dis qu'un mec, les mecs derrière, Balerdi, Mbemba, Meïté, ils ont dû se cramer. Kondogbia, il a toujours l'air d'être un petit peu cramé. Peut-être qu'il n'était pas tant que ça, mais voilà, les mecs, Kondogbia, Verretou, Mbemba, Balerdi, ces gars-là, ils ont fait un gros match enfin, ils ont fait un mauvais match, mais au niveau physique et psychologique, gestion complètement ratée. Parce que tu les as épuisés en fait. Donc si tu voulais gérer, c'est raté. Voilà, c'est un match raté de Jean-Louis Gasset, c'est un match raté de tous les joueurs. Donc voilà, ça a été très très fatigant et franchement ce but à la fin de Klose, d'ailleurs vu que Souris nous a filmé à ce moment-là, vous pouvez même voir ma réaction en direct sur son Insta, j'étais content. J'étais content, le moment où on a marqué, c'était vraiment un soulagement, mais je pensais vraiment qu'on allait sortir, je pensais vraiment qu'on allait se faire sortir, hein. C'était horrible. La meilleure gestion restera équipe type la première mi-temps en tenant au max le score avec les titulaires et faire les 5 changements progressivement pendant la deuxième mi-temps en pensant au match du week-end. Ouais, je sais, mais en fait, le truc c'est qu'il te faut parce que parlons un petit peu de ça, ce truc de l'un de mes chevaux de bataille préférés aussi, le fameux ouais mais l'effectif il est un peu court. Ah ouais, il est un peu court l'effectif, bah et t'as quand même tu dois quand même avoir 16 joueurs, tu dois quand même avoir Mumbagna, Correa qui, bon, on sait pas, il joue encore au foot, il a ouvert un restaurant d'assado sur Marseille, donnez-nous des réponses, nous voulons en avoir. À quoi sert Joaquin Correa qui est remis depuis plus d'un mois et qui a dû jouer 3 minutes depuis son retour de blessure, Luis Enrique, Unai, et en défense à la limite je veux bien entendre on est un petit peu court etc, mais en fait tu as largement tu as une vingtaine de joueurs normalement qui peuvent faire partie de ton équipe. À la limite, si c'est pour te prendre une danse comme ça, eh ben fais-nous jouer Joaquin Correa, hein. Est-ce que tu aurais fait pire? Est-ce que ça aurait été pire franchement? Ouais. Enfin bref, ça a été une gestion ratée. Après, on va pas trop taper sur Gasset. Il a le droit de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais oui, là, il y a un truc où il va falloir faire mieux à partir de Rennes et également après la trêve. JOMRCT dit Correa peut-être une clause dans le prêt du type Bailly la saison dernière, mais l'effectif est fourni en quantité globale, oui. Ouais, non, il y a un truc bizarre avec Correa. Franchement, il faudrait se pencher là-dessus. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il ne joue absolument pas. Et je sais qu'il a été désastreux au niveau de ce qu'il a montré jusqu'au début de saison. Mais ça a quand même été un bon joueur, hein, ça a quand même été un joueur qui peut au moins être décent en Ligue 1. Enfin, le mec, il a été bon en Serie A, à la Lazio, il a été acheté assez cher par l'Inter parce qu'il était bon depuis plusieurs saisons avec la Lazio. C'est quand même un joueur de football, quoi. Là, on se demande. Mais en effet, je pense qu'il doit y avoir... ce que tu dis, JOMRCT, je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est trop bizarre qu'il ne joue absolument jamais.
Et peut-être qu'il y a un truc comme ça, mais même dans cette configuration-là, tu vois, il y a peut-être un truc là pour le relancer. Correa, en plus, il est en Espagne. En plus, tu lui dis bon, écoute, on te met un match de Coupe d'Europe, essaye de briller, cherche-toi un club l'année prochaine ou un truc comme ça. Après, peut-être que le gars est complètement démobilisé aussi, on ne sait pas. Donc, il y a toujours, c'est toujours plus simple de notre position de juger ces choix-là. Il y a peut-être d'autres trucs. Bon, je vous propose de se projeter sur... sais-tu de combien de personnes se compose le staff de Jean-Louis Gasset ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont restées, genre des analystes vidéo, des choses comme ça, qui restent au club malgré les entraîneurs qui changent. Il y en a un ou deux au moins. Il y a Printemps. Il y a le fils, c'est le fils Galtier, ou il y a un fils d'entraîneur, je sais plus lequel. Et il y a Pancho. Il y a toujours l'entraîneur des gardiens de Pau Lopez là. Il doit y avoir, enfin, c'est un staff plutôt correct, quoi. Le fils Girard, voilà, le fils René Girard. Merci. Je sais pas exactement combien, mais je sais qu'il est venu, voilà, il est venu avec Printemps et le fils de René Girard. Et ensuite, Pancho est resté, l'entraîneur des gardiens, l'entraîneur de gardiens très apprécié par Pau Lopez est toujours là aussi. Voilà, les analystes vidéo, ils travaillent donc pour le club, donc ils sont toujours là aussi. Il y a une cellule pour laquelle on doit dire merci à André Villas-Boas. D'ailleurs, c'est l'un des acquis que l'on a de la période Villas-Boas, c'est-à-dire qu'il a un peu poussé pour qu'il y ait une cellule vidéo et embaucher des gens, tout ça. Il a fait des choses bien aussi, notre ami Dédé AVB. Bon, je vous propose de se projeter sur le tirage au sort de l'Europa League. Alors, ça va débuter. Comment c'est par rapport à mon écran ? Parce que je vais pas pouvoir le diffuser en direct. Est-ce que vous voyez dites-moi si vous voyez l'image. Si vous voyez la diffusion en fait en direct, ouais, vous voyez le truc Europa League machin. Parce que je pense que sinon je vais me faire striker si je diffuse ça en direct. Donc c'est pas possible. Ce qui était marrant, c'est que pendant que je mettais en place le live, je regardais un petit peu l'UEFA donc a fait une présentation des équipes encore en lice. Et je pense que nous sommes l'équipe la moins bien classée au coefficient UEFA. West Ham est 36e. La Roma 10e, le Milan 37e, l'OM 53e, donc on est quand même bien loin, Liverpool 4e, Leverkusen 24e, Benfica 17e, l'Atalanta 28e et c'est tout. Et il n'y a plus personne. Donc on est quand même... on est le petit poussé. On est le petit poussé, les amis. Le petit poussé du tirage au sort. Après, ce que je disais aussi la dernière fois, ça fait plaisir. Désormais, l'OM est présent dans les tours préliminaires dans les Coupes d'Europe. L'OM joue des matchs de Coupe d'Europe. Il faut quand même vraiment le dire. Ce sera, si Pablo Longoria part, ce sera l'une de ses réussites, même si on voulait jouer plus de matchs de Ligue des Champions, même s'il y a eu des grosses déceptions, Panathinaikos, même Rotterdam, Tottenham, il y a eu des grosses déceptions, mais l'OM était redevenu une équipe européenne qui tous les ans jouait la Coupe d'Europe. Et moi déjà ça me fait plaisir. L'an prochain on devrait avoir un meilleur classement, on passe Lyon il me semble, on va commencer à être un petit peu mieux, mais toujours est-il que voilà, quand même c'est quelque chose de positif. Alors attendez, je vais vous remettre là, je vais essayer de mettre ça dans un autre navigateur, le truc, comme ça je vais ouvrir ça ailleurs. Voilà. Mais l'OM qui était devenu... parce qu'on est tout le temps là, nous, généralement, à Marseille, on est tous là à dire « Waouh, on est l'OM quand même, il faudrait réussir ça, il faudrait faire ça, pourquoi on ne fait pas ça, et comme ça, et on ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est pas juste, et on doit être les meilleurs, plus forts, tout ça. » Mais en réalité,
on était devenu un nain européen. On ne jouait plus à la Coupe d'Europe, quoi. si ce n'est pas très correct au niveau français, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'OM n'existait plus en Coupe d'Europe. Comment je peux faire pour avoir un peu un tirage, un truc qui va pas me bloquer. Bon, on va faire ça en direct. Je vais regarder sur mon écran et je vous dirai tout ce qui se passe. Et dans tous les cas, vous serez là avant moi. Donc, merci Flétan Ténébreux. J'ai toujours cette fameuse peur de lire les pseudos pour ton sub, ton sub Prime, enfin ton abonnement. Dans tous les cas, voilà. Donc voilà, l'OM est redevenu une équipe européenne. L'OM a joué une demi-finale de Conference League. L'OM va jouer un quart de finale d'Europa League. Et ça, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. C'est à peu près le niveau. C'est à peu près ce que l'on peut espérer d'un OM qui a clairement rétrogradé dans la seconde division européenne. Et donc on est là. Alors, je pense pas que je suis en direct. Il y a le sosie de Sonny Anderson. Je vous fais ça en direct pour pas être striké. Il y avait le sosie de Sonny Anderson là, donc qui présente un peu les équipes. Donc les équipes en lice, je vous les rappelle pour ces quarts de finale. Atalanta Bergame, Leverkusen, Benfica, Liverpool, Milan AC, Roma, West Ham et bien sûr l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire, vous aimeriez tomber sur qui ? Vous aimeriez tomber sur qui ? Salut Ricky, je regarderai la rediff tu veux dire, après parce que là je conduis à 130 sur l'autoroute avec mon enfant qui dort à l'arrière. Oh là 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 là. Fais gaffe à tes gamins. Donc voilà, avant l'arrivée de McCourt en 2016, on était 75e au classement UEFA derrière Bordeaux et Saint-Étienne. Alors, allez pour le tirage au sort. Je demande à OM Benfica avec retour au Vel. C'est vrai qu'OM Benfica, il y a une histoire, c'est un grand club. Hier, quand on en parlait avec Souris, il me disait je veux surtout pas tomber sur le Benfica, mais ouais, OM Benfica, c'est vrai que ça peut être intéressant. Benfica ou West Ham, la moins bonne équipe possible, nous dit Walt White. Mais c'est qui la moins bonne équipe possible pour toi ? Parce qu'on peut pas tomber contre nous. Blague. N'importe qui sauf Liverpool ou Leverkusen et au Ligue, ouais, pareil, moi aussi. Leverkusen encore pire parce que Leverkusen ça paye pas de mine, mais c'est la saison de leur vie. Leverkusen, franchement, tant qu'à faire, si on peut tomber, si genre il peut y avoir un Leverkusen-Liverpool et qu'on fait OM-Leverkusen en finale, je me dis qu'il y a moyen de les perdre, de les gagner Leverkusen parce que ils ont une histoire de beautiful loser, mais si on les prend là, à mon avis, ils nous défoncent. Encore que contre Karabakh, ils ont lutté, mais là, ils seront beaucoup plus sérieux. Benfica, West Ham, peu importe, mais retour au Vel. Je veux juste le retour au Vel. Amina Frit à qui j'avais manqué. L'approche du match de Gasset, c'est catastrophique. Non, ouais, on en a parlé en première période. Avant le tirage au sort, c'est raté. Ou l'AC Milan. Moi, l'AC Milan, ça me dirait bien aussi. Roma, je prends West Ham. Les U19 de Nantes. Leverkusen, faut les prendre en finale. Oui, voilà, Leverkusen, c'est en finale, il y a moyen de faire un truc parce que c'est Neverkusen comme ils les appellent en Allemagne. Et il y a moyen de faire un truc. Bon, comme j'ai quitté 2 minutes la retransmission, il m'a mis un peu de retard. Donc là, il y a le sosie de Ranieri qui est arrivé et qui parle à côté du sosie de Sonny Anderson. Je sais pas si c'est un tirage au sort ou si c'est une version foot d'une émission de Patrick Sébastien, mais je pense bien que nous sommes devant le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League. Et franchement, on est content. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, je me baisse un petit peu. D'accord, il présente comment il s'appelle putain, j'ai honte parce que je trouve plus son nom. Oh putain, en plus j'ai vu les matchs en entier avec l'Athletic Bilbao de Bielsa où il est monstrueux. Oh là là, mais pourquoi je trouve pas son nom? Oh là là, j'ai honte. J'ai envie de dire Negredo, mais c'est pas Negredo et je le sais. Comment il s'appelle? Et il était encore à Tottenham récemment. Oh putain, comment il s'appelle cet attaquant espagnol là qui sont en train de montrer? J'ai trop honte. Llorente, voilà, putain. Merci aux ligues.
Voilà, donc il y a un petit clip là sur Llorente qui va aider. Llorente qui parce que pour Copa Arena, donc on a revu des matchs de l'épopée en Europa League du Bilbao de Bielsa. Il était monstrueux dans cette équipe, il était monstrueux, vraiment un joueur exceptionnel. Mais bon, après vous connaissez, hein, c'est le côté Bielsa, hein, avec Bielsa, on a très vite fait d'être monstrueux. Alors voilà, je vais mettre ça, comme ça je vous lis en même temps. Salut Ras, Jean-Michel Llorente, le Bamford espagnol. Ouais, je pense qu'il était plus fort que Bamford en vrai, mais Bamford, c'est dans le cœur Bamford. C'est vrai perso je kifferais la Roma, bah surtout s'il y a l'aller à Rome, ça veut dire que, parce que j'ai regardé un peu le calendrier, je pense qu'il y aurait un Lazio Roma et après Roma Marseille, donc il y a moyen de se faire une petite semaine à Rome là. Là il y a moyen de faire un petit truc, je pense. Voilà. Parce que bon, après LDV qui parle l'approche de Gasset ou des joueurs, parce qu'après 3 coachs on a des constantes sur cet effectif qui est parfois très suffisant. Non, mais comme je le disais en première partie sur le débrief, c'est que à mon avis il y a eu un truc où Gasset les a réveillés, a tiré le maximum d'eux pendant quelques matchs, et là il s'aperçoit qu'ils sont fatigués et il a pas su gérer il a pas su gérer ce qu'il fallait enfin ça, les options qu'il a pris pour gérer l'effectif, la fatigue, n'ont pas été les bonnes. Clairement, il a raté sa gestion d'effectif. Et à mon avis, comme je le disais aussi, les joueurs qui ont joué, les Mbemba, Balerdi, Kondogbia, Verretou, ils vont être épuisés, ils ont dû sortir épuisés de ce match. C'est épuisant d'être en mode résistance pendant 90 minutes comme tu l'as été hier. C'est épuisant. Il a complètement raté son truc. Enfin, pas complètement parce que l'OM est passé, mais quand même quoi. Vous imaginez, on a failli sortir avec une avance de 4 buts. D'ailleurs, ça, il y a un vrai truc maintenant quand même en Coupe d'Europe. Cette avance de 4 buts, c'est devenu très compliqué à gérer, ce qui est atroce, parce que tu te dis, on doit avoir tellement d'avance qu'on ne peut pas sortir. Mais si tu ne joues pas un match de Coupe d'Europe à 100%, si tu es face à une équipe qui a réussi à se qualifier pour les tours à élimination directe, bah t'es obligé d'être, en fait ce truc de on a tellement d'avance et ce truc de jouer un match à élimination directe, ça se clash. Et surtout, si en plus de ça, tu es dans une configuration française où il y a des difficultés en Coupe d'Europe, où il y a ce rapport un peu bizarre avec la Coupe d'Europe, et ben tu finis par avoir ce genre de frayeur comme on a eu hier, qui était horrible. Alors pendant qu'on parle, le tirage au sort n'a toujours pas débuté. J'espère qu'ils vont y arriver. Et là, Llorente et le clone de Ranieri sont sur le truc. Et Llorente va tirer la première boule. Suspense. Qui il tire? Notre ami Fernando. Il a la classe quand même, Fernando. Il faut dire. Milan AC. Perso, il n'y a aucune équipe facile à prendre comme adversaire, nous dit Drogba. Ouais, on est d'accord. Non, mais sincèrement, je pense qu'on est la moins bonne équipe. Enfin, déjà, tu vois, sur le ranking UEFA, on est la moins bonne équipe. Après, écoute, à voir. Après, il y a des équipes qui sont jouables quand même, le contexte, on est là, on est en quart de finale, il faut jouer n'importe qui. Et la deuxième équipe, c'est l'AS Roma. Donc un derby italien, le premier match, Milan AC, AS Roma. Donc, si j'ai bien compris, avec l'aller à Milan, donc l'aller à Milan et le retour à Rome, où je me trompe. Je vous avoue que j'ai pas suivi toutes les spécifications du tirage au sort. Allez, troisième équipe tirée par notre ami Fernando. Et c'est Liverpool, donc avec l'aller à Liverpool, à Anfield,
Et là, on a un peu peur. On a un peu peur parce qu'il faut pas que la prochaine soit Olympique de Marseille. Alors Fernando, tu déconnes pas, tu nous sors un petit Atalanta, un petit truc, un petit machin. Allez, déconne pas. On a dit du bien, on a dit quand même, t'avais un peu d'allure, ton costume il te va bien, t'as été fort avec Bielsa. Tu nous embêtes pas à nous mettre un petit Liverpool OM. Attention, suspense. Atalanta, voilà. Donc on a évité Liverpool. Pour l'instant, les gars, on a évité Liverpool. Donc les deux premiers quarts de finale, Milan-Roma et Liverpool-Atalanta. Il baille légèrement son costume. Après, je suis pas un spécialiste fashion, je dois bien t'avouer. Mais généralement, je trouve qu'il a de l'allure, Fernando. Les cheveux, ils tombent pas. C'est important pour moi. Attention, Bayer Leverkusen, l'autre équipe à éviter, qui est sorti, donc l'aller qui se jouera là-bas à Leverkusen. J'aurais bien aimé avoir un petit Liverpool Leverkusen. Attention, là tu ne nous sors pas OM et on est bien Fernando. On a dit du bien de toi. T'étais tellement fort, t'es tellement un joueur sous-côté. Ah là, il ouvre et c'est West Ham. Donc on a évité les deux épouvantails, donc ce qui veut dire qu'il nous reste Benfica. Et maintenant il faut voir l'ordre. Mais c'était un beau match, c'est un match historique. La revanche de la Manvata, la revanche du coup de pied d'Atem Ben Arfa. Alors, est-ce que... Et en plus, match retour à la maison. Puisque Benfica vient de sortir. Ça veut dire qu'on a donc il vient de tirer Benfica la race. Donc on est bien. Donc ça va. On a donc l'Olympique de Marseille qui va affronter le Benfica, un grand club avec un bon coach mais qui rate un peu sa saison. Ce sera pas facile. C'est une équipe qui l'an dernier avec Roger Schmidt, première partie de saison injouable. Les mecs ils avaient enchaîné je sais pas combien de matchs invaincus. Ils étaient injouables, ils étaient très forts avec un jeu très offensif. Si j'ai bien compris, cette saison, il y a quelques petits soucis. J'ai notamment vu une vidéo d'une chaîne YouTube de foot que j'aime bien en anglais qui s'appelle Rabona TV et le gars est fan de Benfica et il expliquait que ce qu'il reprochait cette saison à notre ami Roger Schmidt, c'était le fait, alors qu'on tire les demi-finales, c'était de ne pas faire assez de turnover, qu'il donnait trop sa confiance aux mêmes joueurs, donc winner of quarter final four, donc ça c'est nous, donc ça veut dire que sur la demi-finale là il est en train de faire le tirage intégral, donc on jouerait la première demi-finale et la première demi-finale si on se qualifie, donc on la jouerait face au quarter final 2. Donc le quarter final 2, je pense que c'était Liverpool, c'est le vainqueur de Benfica Marseille contre le vainqueur de Liverpool Atalanta pour la demi-finale. Ce qui est chiant, c'est de ne pas se faire rencontrer Leverkusen et Liverpool, les deux épouvantails, ça aurait été bien avant la finale. Mais après, écoutez, on se projette déjà sur des trucs là qui sont assez dingues. Donc on va le répéter, l'Olympique de Marseille va affronter le Benfica Lisbonne en quart de finale, et si qualification il rencontrerait le vainqueur de Liverpool Atalanta avec, comme le dit JOMR, c'était retour à Anfield. Bon, déjà si on bat le Benfica, ce sera, on va déjà se concentrer là-dessus. En sachant que voilà, je vais vous mettre dans le chat cette vidéo de Rabona TV qui était pas mal. J'aime bien généralement ce qu'ils font, c'est plutôt bien. Il y a des trucs. Alors il va falloir éteindre le son là, voilà. Ils font des trucs plutôt cool, je trouve. C'est bien fait, bien monté. Et là, il expliquait un petit peu ce qu'il pensait de la saison actuelle
de Benfica, donc qui est l'équipe de cœur du présentateur de Rabona TV, Adrien Sousa. Je pense, si je dis pas de bêtises, voilà. From Champions to Victim. Alors, c'est en anglais, mais From Champions to Victim, What Happened to SL Benfica. Parce que le moment où il enregistre cette vidéo, le Benfica vient de se prendre 5-0 contre Porto. Autant dire qu'il n'était pas super joyeux. Il n'était pas super content à ce moment-là, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant pour faire un peu un état des lieux de... Alors voilà, hop, je vous mets ça là. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Je pense que c'est jouable, sincèrement. Benfica, c'est jouable. On va aller voir un petit peu vite fait. Donc, en sachant qu'on joue le retour au Vélodrome, il va falloir comment... En plus, putain, ça coûte pas cher pour aller à Lisbonne. Ah là 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 là. On y va, les amis. On y va. C'est quand même beau, cette Europa League. Bah, bien sûr, Piram, bien sûr que c'est très beau, cette Europa League. Alors, je vous conseille donc, j'ai mis le lien de la vidéo de Rabona TV pour si vous parlez un petit peu anglais et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur la saison actuelle de Benfica. On va les remettre un petit peu, voilà. Au niveau de la forme, donc hier ils ont été gagnés 1-0 au Glasgow Rangers. J'aurais bien aimé rencontrer les Glasgow Rangers aussi, c'est dommage. Ils se sont relancés en battant Estoril 3-1, mais voilà, il y a eu cette grosse défaite. En fait, il y a eu ces deux matchs. Il me semble qu'ils étaient même leaders du classement avant ces deux gros matchs, donc contre le Sporting en coupe et contre Benfica en championnat. Et donc, ils perdent le derby lisboète 2-1 et ils se font atomiser par Porto quelques jours plus tard. Donc, ça s'est pas très bien passé. Mais comme vous le voyez, ils sont encore en course pour le titre. Ils ont été champions la saison passée, mais apparemment un peu sur... j'ai honte de dire ça, mais c'est un peu sur le mode Bielsa, où ils ont fait une super première partie de saison et un peu moins bonne en seconde partie de saison. Et donc ils ont des joueurs qui sont quand même sympatoches, comme notre ami Angel Di Maria qui est toujours là, Kokshu qui avait été recruté pour remplacer Enzo Fernandez qui part à Chelsea, Rafa aussi, l'ancien de Braga si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, qui était un très bon joueur de Braga, oui voilà. Ils ont l'ancien Joao Mario, Otamendi qui... Il y a de la place, et le gardien international Anatoly Troubin qui est cependant pas super rassurant. C'est pas le meilleur gardien du monde. Il a quelques qualités, mais on ne sait pas encore si ça va être un grand gardien ou un gardien qui se plante, quoi. J'étais un peu surpris de la vitesse à laquelle ça a été pour lui. Il a fait des grands matchs et il a fait des matchs aussi où il s'est complètement raté. Donc c'est pas spécial et c'est pas exceptionnel. Pourtant Troubin, je le trouve très fort, lui Drogba 31. Ouais, je sais pas, franchement moi vraiment en tant que mec qui suit spécialement les joueurs ukrainiens, je vois le potentiel, mais il y a toujours un ou deux matchs où tu te dis, par exemple contre Porto, il prend un but sur le premier poteau, la frappe elle est un peu sur lui, alors elle est surpuissante, mais voilà, c'est un mec en fait qui fait un match qui est capable de faire les arrêts qu'il faut faire, mais pas spécialement des exploits. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis pas entièrement rassuré par Troubin. Après, vous remarquerez aussi que peut-être parce que justement j'ai beaucoup d'affection pour l'équipe nationale d'Ukraine et pour les joueurs ukrainiens, je suis assez difficile, je suis très sévère avec eux parce que je veux, voilà, peut-être aussi parce que je les connais, quoi. T'as le nom d'un petit Ukrainien à souffler à l'oreille de Longoria pour l'année prochaine. Bah, s'il veut aller chercher Konoplia, qui n'a pas fait la meilleure double confrontation contre nous, mais à droite, ça peut être pas mal. Un peu comme
Pao, du coup, nous dit Foltiere, c'est un petit peu ça, Troubine, c'est un petit peu ça, mais en plus jeune. C'est un petit peu ça, je trouve, en effet. C'est un peu un Pao Lopez. C'est pas mal comme comparaison. Mais on ne sait pas encore. Il est encore assez jeune, donc on se dit peut-être que ça va être bien mieux que ça. Il y a aussi notre ami Aourns qu'on avait rencontré avec le Feyenoord de Rotterdam, qui joue un peu partout, apparemment à gauche aussi, si j'avais bien compris. Et je ne sais plus, c'était Carreras, je pense, le truc. David Neres, on se souvient tous de lui, qui n'est pas titulaire. Cabral, apparemment, qui a été recruté et qui marque très fréquemment, mais aux grandes dames des supporters du Benfica, il joue assez peu. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Enfin, le Benfica fait une saison un peu particulière. Et pour tout vous dire, Roger Schmidt, c'est un peu un nom que j'ai sur ma shortlist pour l'an prochain. Si je devais choisir l'entraîneur de l'OM, j'aime bien le style de football qu'il donne à ses équipes. Mais si au PSV, il semblait faire beaucoup trop de turnover, apparemment à Benfica, il en fait beaucoup trop peu. Donc, je sais pas, il est passé complètement à l'opposé. Donc voilà, donc dans tous les cas, comme le disait, c'est aller donc à Lisbonne et retour à Marseille. On va se régaler, n'est-ce pas les amis? On va aller voir un petit peu. Alors c'était quand déjà les pourquoi tu continues, Fernando? Ça y est, c'est fini, Fernando, ça y est. Voilà, on va aller voir les dates, c'est le 11 et 17, il me semble, quelque chose comme ça. Attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que j'avais regardé un petit peu ça. Oui, voilà, c'est le 11 et 18, bah, logiquement, voilà, plus 7, ça fait 11 et 18. On va rappeler un peu l'ensemble du tableau, donc... on a dans la première partie de tableau, je sais pas si vous voyez ou si je vous camoufle un petit peu, non, voilà, c'est pas mal. Dans la première partie de tableau, donc Benfica OM et Liverpool-Atalanta. Donc les deux vainqueurs se rencontreront en demi-finale, les vainqueurs des affrontements entre Benfica et l'OM et Liverpool et l'Atalanta. On va bien sûr être à fond pour Gasperini. Et dans la deuxième partie de tableau, Milan-Roma, un petit derby italien, et Bayer Leverkusen-West Ham. Et ce sera aussi donc le vainqueur de Milan-Roma affrontera le vainqueur de Bayer Leverkusen-West Ham. Donc on peut aller en finale face au Bayer Neverkusen, comme on les appelle en Allemagne, parce que on va les battre en finale, c'est écrit, et Xabi Alonso va regretter de ne pas être venu à Marseille cet été quand son compatriote l'avait invité. Donc voilà, match aller à Lisbonne le 11 avril, retour le 18 avril à Marseille, et franchement, il y a des petits Ryanair pas chers. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça. Je pense que ça. Par contre, je pense que Ryanair, il me semble que parce que le truc, ce serait. Oh, mais si, mais Ryanair, c'est pas parfait du tout en fait. Et il y a aussi des gros problèmes avec cette compagnie. Mais voilà, par exemple, et parce que j'avais regardé hier rapidement. D'ailleurs, je pense que dès que je vais terminer. Oh punaise. Franchement, hier je regarde les prix, c'est 20 €. Aujourd'hui, c'est 120 €. Ah, c'est abusé. Waouh. C'est un petit peu abusé. Ryanair là. Là, vous avez un petit peu abusé quand même. Bon, on va vite aller voir ça parce que là, c'est un petit peu abusé ce que nous ont fait nos copains de Ryanair, nos copains bien sûr. J'avais dit qu'ils n'étaient pas très sympas. Je pense qu'on va passer par Porto, bien sûr. Je pense que c'est ce qui va être fait. Et puis ensuite, les trains ne sont pas trop chers au Portugal. Voilà, visiblement, Ryanair, il regarde aussi les tirages. Vraiment, hier, j'ai regardé, je me suis dit,
Ça ne va pas coûter trop cher. Et vraiment, c'était pas cher du tout. Et là, c'est très très cher. C'est très très cher. Voilà, donc c'est les joies du yield management. C'est ça, le yield management quand tu changes les tarifs en fonction de l'offre, la demande, tout ça. Demande bien une augmentation, Mourad. Mais à qui je la demande, l'augmentation? Ben, il me donne rien. Je rigole, il est pas méchant. Mais il me donne déjà de l'argent, c'est pas mal. Bon, voilà, on va peut-être s'arrêter là, les amis. Il y a... Tiens, Mourad, tu penses quoi d'Ounahi tu penses qu'Ounahi peut enfin progresser à l'OM ou le vendre cet été? Ouais, bah, pareil, on en a parlé un petit peu. C'est dur, Ounahi, quand même. Je sais pas quoi faire d'Ounahi. Je sais pas du tout quoi faire d'Ounahi. Il va falloir que lui aussi se réveille parce que pour l'instant, il a vraiment la dégaine du joueur talentueux mais non adapté pour faire une saison dans un club de très haut niveau. Donc vraiment le genre de mec que tu vends en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, un truc comme ça. C'est un peu embêtant parce qu'il a un peu de talent. Je pense que j'essaierai quand même, sincèrement, si j'étais le mec qui gère la carrière d'Ounahi ou si j'étais le mec qui gère l'effectif de l'OM, j'essaierai une dernière année quand même avec Ounahi. J'essaierai et puis voilà. J'essaierai encore l'année prochaine en lui mettant peut-être un peu la pression pour dire écoute là maintenant il faut que tu t'affirmes comme un grand joueur. Passe en mode privé aussi. Moser dit ok je vais essayer le mode privé mais là ils sont pas sympas Ryanair. C'est mort, il a pas le mental, me dit Amine. Écoute, moi, je me suis trompé sur pas mal de joueurs depuis que je suis le foot, donc j'essaye d'être prudent, mais c'est vrai que là, il y a un truc. Il a besoin de passer un cap très urgent parce que il fait vraiment un peu joueur d'échauffement quoi. Il fait ok le beau joueur pour faire des belles présentations. Il peut sans doute faire des beaux tours du monde et tu peux faire des belles compilations skills quand le Maroc joue contre la Mauritanie et que le Maroc est largement au-dessus de son adversaire. Mais par contre, quand il faut élever le niveau et prendre les rênes de l'équipe, c'est un peu plus compliqué. Bon, mesdames et messieurs, ce live va se terminer et moi je vais vite aller voir comment faire pour aller à Lisbonne pour ce match. Donc je vous dis à très bientôt. Je pense que l'on se retrouve, normalement c'est dimanche le match, donc lundi pour un petit live et je vous dis un bon week-end. Lundi on se retrouvera aussi sur Football Club de Marseille. Ah oui, non, peut-être pas lundi. Puisque lundi, je vais présenter l'émission de FCM et j'ai autre chose prévu sur FCM. Donc, on se retrouvera sur FCM, les amis lundi. Je n'y pensais plus trop. Moins que je fasse mon petit live tôt le matin lundi. On verra. À la limite, je ferai peut-être un live très rapidos lundi matin pour vous, mes abonnés, pour vous, mon public. Allez, ciao, bon week-end et vive le